Les travaux du 15e sommet des BRICS, groupement d'économie mondiale de Chine, Russie, Brésil et de l'Inde, font partie aussi des faits saillants de l'année 2023. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a représenté notre pays accompagné d'une importante délégation. Le très fermé club des BRICS accueillera-t-il un nouvel adhérent ? C'est la question qui a été notamment soulevée du mardi 22 au jeudi 24 août 2023 à Johannesburg. Les 5 membres qui forment ce groupe, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Alliance dont les pays membres sont régis par les principes d'égalité, de non-ingérence et d'entraide. Le groupement BRICS se définit comme une plateforme militant dans le sens de l'accroissement du niveau de débouchés économiques dans le monde. Son leitmotiv principal, c'est d'œuvrer au renforcement des complémentarités économiques. Adjoint cette année du thème les BRICS et l'Afrique, partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, l'ordre du jour de ce sommet est dévolu à l'élargissement de l'Alliance à de nouveaux pays. Outre l'objectif affiché d'étendre l'influence économique des BRICS, ce 15e sommet a été l'occasion d'examiner ses possibilités d'élargissement. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a donc participé à ce sommet à l'invitation de la présidence africaine actuelle de l'organisation BRICS. La participation djiboutienne à ce sommet s'inscrit dans le droit fil de sa tradition politique visant à déceler pour notre pays des opportunités nouvelles de développement telles qu'elles soient conformes aux valeurs supérieures, notamment de respect à la souveraineté ou encore à la notion de profit partagé auquel notre nation est profondément attachée. Sous l'égide du président Guelleh, la République de Djibouti a vocation établie à concourir à un rang majeur dans les travaux de ce sommet des BRICS. Cela eu égard notamment à son emplacement géographique de premier plan et ses infrastructures modernes de développement propices aux échanges des BRICS avec les autres régions économiques et à son leadership de succès pour prôner le consensus et intégrer un ordre pluriel d'intérêts, de visions et d'approches. Une importante délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf, le représentant permanent de notre pays auprès des Nations Unies et ambassadeur de Djibouti auprès des États-Unis d'Amérique, Mohamed Siad Ali, et l'ambassadeur de Djibouti auprès de la République du Kenya et représentant de notre pays auprès de la République de l'Afrique du Sud, Yassine Elmi Bouh, accompagne le chef de l'État dans le cadre de cette mission à Johannesburg. Outre le président djiboutien, une 50aine de dirigeants issus de plusieurs régions et continents ont participé à ce 15e sommet des BRICS. Et comme à l'accoutumée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a mis à profit ses déplacements en Afrique du Sud pour s'entretenir en marge avec plusieurs de ses homologues participant comme lui à cette importante assise. Le système traditionnel de gouvernance mondiale est devenu dysfonctionnel, déficient et inopérant, a déclaré le 18 août l'ambassadeur de Chine à Pretoria, Cheng Xiaodong, avec pour thème choisi cette année les BRICS et l'Afrique. Le continent est au centre de ses ambitions nouvelles. Alors que d'ici à 2100, la population africaine pourrait tripler, les grandes puissances y intensifient leurs efforts pour renforcer leur influence, attisée par la concurrence pour les ressources naturelles et le marché potentiel qui s'y développe. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a participé dans le mois de septembre au sommet consacré au changement climatique à Nairobi, au Kenya. Ce sommet visant à offrir aux pays d'Afrique une plateforme d'échange d'expertise sur la résolution des problématiques liées au phénomène du changement climatique et une tribune privilégiée pour aiguiser ainsi les termes de la plaidoirie collégiale dans l'accès au financement consenti sur le principe de la solidarité internationale face aux difficultés posées par le climat. Cet événement crucial pour la région a servi de plateforme aux décideurs politiques, aux praticiens au secteur privé, à la société civile de se réunir pour aborder les problèmes urgents du changement climatique et favoriser les collaborations pour construire un avenir durable. La participation du président djiboutien et président en exercice de l'autorité intergouvernementale pour le développement l'IGAD à cet événement s'est principalement illustré à travers une allocution qu'il fit à la tribune de cette réunion. Dans cette intervention, le président Guelleh a surtout mis en lumière la vocation établie de l'économie bleue à servir de créneau viable de rémission au dysfonctionnement économique
expérimentée de plus en plus dans le monde et l'Afrique au prolongement notamment des conséquences du phénomène de réchauffement climatique. Monsieur le Président William Ruto, président de la République du Kenya, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, permis de remercier le président de la République du Kenya, William Ruto, et le peuple frère kenyan pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée dans cette belle ville de Nairobi. C'est pour moi un réel plaisir de prendre part à ce forum qui s'inscrit dans une démarche de réflexion stratégique, de dialogue, d'échange en vue du développement durable de notre continent à travers le potentiel qu'offre l'économie bleue. La République de Djibouti souscrit totalement à la déclaration de Moroni et à la stratégie de coordination en vue d'un mécanisme pour les pays côtiers qui, à eux seuls, englobent près de 13 millions de kilomètres carrés de territoire océanique. Mon pays étant un pays désertique, sévèrement impacté par le changement climatique ces derniers temps, l'économie bleue s'est depuis longtemps naturellement imposée à nous. C'est pourquoi le secteur primaire ne représente que 3% du PIB, alors que le secteur tertiaire occupe 87%. Grâce aux activités portuaires, maritimes et logistiques. Notre position géostratégique nous offre par ailleurs un atout très important dans le secteur portuaire et le trafic maritime international. En outre, pour lutter contre le spectre de la soif, le dessalement de l'eau de mer nous a permis de résoudre le problème de l'accès à l'eau potable et Djibouti a réalisé sa première usine de dessalement de l'eau de mer. C'est pour vous dire que favoriser le développement de l'économie bleue est un impératif pour Djibouti. Et c'est dans cet esprit que nous avons élaboré une stratégie nationale pour l'économie bleue au cours de l'année 2023, dont la vision nationale et les principes directeurs guideront l'action du gouvernement, de ses partenaires et de la société civile dans les domaines maritimes et côtiers. Il en est de même pour la région de l'IGAD qui a élaboré une stratégie quinquennale, ainsi qu'un plan de mise en œuvre pour l'économie bleue, tous deux alignés sur la stratégie pour l'économie bleue en Afrique. La vision de la stratégie de l'IGAD pour l'économie bleue est une économie inclusive et durable qui pourra contribuer de manière significative à la transformation de la Corne de l'Afrique. Les autres secteurs identifiés, outre les activités portuaires et maritimes, sont la pêche et l'aquaculture, le tourisme et la sécurité maritime. De plus, les technologies de pointe, telles que l'énergie renouvelable et les télécommunications à travers les câbles sous-marins, permettent au pays d'accéder à de nouvelles ressources. Pour rappel, l'Afrique est le continent qui contribue le moins aux émissions de dioxyde de carbone et gaz à effet de serre. Pourtant, c'est l'Afrique qui souffre le plus du changement climatique par la sécheresse, le réchauffement et l'assèchement des cours d'eau. En première ligne face aux effets de réchauffement climatique, l'Afrique pointe du doigt les promesses financières non tenues par les pays développés. L'Afrique possède le deuxième poumon de la planète avec la forêt tropicale du Congo, possède également la plus grande dotation naturelle en ressources énergétiques renouvelables. Le Kenya, dans sa quête sur l'énergie renouvelable, produit déjà une importante quantité de son électricité à partir
de sources vertes. Le sommet africain sur le climat a permis de mobiliser plusieurs milliards de dollars. Objectif, permettre aux pays africains de lutter contre les effets néfastes de ce fléau de notre ère. Après une décennie de réformes et d'investissements stratégiques, le pays s'est lancé un nouveau défi, celui de miser sur la politique nationale tournée vers les énergies renouvelables pour sa transition énergétique. Pour ce faire, Djibouti a réussi le tour de force et s'est forgé un destin grâce à la construction d'un parc éolien qui aujourd'hui est opérationnel. C'est sous l'impulsion du président de la République Ismaël Omar Guelleh que le département de l'énergie chargé des ressources naturelles, avec à sa tête le ministre Younis Ali Guedi, a lancé les travaux de construction du parc éolien. La réalisation de cette infrastructure éolienne, qui s'inscrit dans le cadre de la politique de valorisation du potentiel en énergie renouvelable, s'est structurée sur le modèle de partenariat public-privé. Ce parc éolien, le premier de l'histoire de Djibouti, devient ainsi le premier projet de grande envergure d'énergie renouvelable achevé en conformité avec le développement des énergies propres qui découle de la vision 2035 du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Chaque éolienne a une capacité de production de 3,46 MW, soit une capacité de production énergétique totale de 60 MW. Force est de constater que l'électricité produite sera injectée au réseau électrique national de distribution de l'EDD via une ligne de transmission aérienne de 230 kV de longueur de plus de 3,5 km jusqu'à la sous-station de Goubet. Son transport vers la capitale sera ensuite assuré par une ligne double de 230 kV longue de 74 km reliant le poste transformateur de Goubet à celui de Jabanas. Par ailleurs, ce projet d'envergure comprend un volet social. Il s'agit, il faut le rappeler, de la réalisation d'une unité de dessalement de l'eau de mer grâce à une technique d'énergie solaire photovoltaïque en vue de permettre aux populations de villages environnants comme Moumina 1, le lac Assal, de bénéficier de l'accès à l'eau potable. D'où, par conséquent, l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Sur le plan social, pour ne citer que cela, la construction du parc éolien a permis la création d'emplois directs et indirects lors de la phase de construction, mais également de recrutement d'ingénieurs qui assureront l'entretien des éoliennes lors de la phase d'exploitation. Le développement des énergies éoliennes contribue ainsi à la lutte contre le chômage. Une fois cette première étape finie, le président de la République Ismaël Omar Guelleh a tenu à marquer le coup en procédant à son inauguration. Sur place, il a été reçu par des personnalités clés telles que le ministre de la Justice et Premier ministre par intérim M. Ali Hassan Badon, le ministre de l'Énergie Younis Ali Guedi, ainsi que le directeur de l'EDD, Jama Ali Guelleh. Une journée qui a illustré un pas de plus vers un avenir énergétique durable. Ce projet va également établir des connexions cruciales avec des régions nord, en alimentant également la zone économique spéciale du Goubet. Cette interconnexion stratégique ouvre la voie à un avenir énergétique plus durable, répondant ainsi à la demande croissante en électricité. À travers la mise en œuvre de cette centrale éolienne, la République de Djibouti poursuit 3 principaux objectifs, à savoir la diversification de ses ressources énergétiques, l'augmentation de façon substantielle de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique national et surtout assurer la sécurité énergétique, ce qui l'amènera progressivement vers son indépendance énergétique. Au-delà, il s'agit de faire de Djibouti un hub énergétique dans la sous-région est-africaine.
À l'ombre du développement technique, il est devenu possible de transformer le désert en une terre verte en utilisant des nouvelles techniques agricoles et méthodes d'irrigation. Toutes ces technologies et méthodes modernes sont réunies par l'exposition Expo 2023 Doha sous un même toit pendant 6 mois dans la capitale qatari Doha. L'expo horticole du Qatar 2023 se tient pour la première fois dans un pays désertique avec la participation d'environ 80 pays et vise à mettre en lumière les modèles agricoles avancés et les méthodes modernes qui peuvent être adoptées pour transformer le désert en foyer vert qui produisent de la nourriture et résoudre les crises majeures auxquelles le monde est confronté en ce moment, en particulier à la lumière de l'impact des chaînes d'approvisionnement alimentaire et autres. L'exposition se tient sous le slogan « Désert vert, un meilleur environnement », combiné des pratiques agricoles traditionnelles avec les technologies modernes et alternatives telles que la culture hydroponique, l'agriculture durable et la vermiculture, le tout de manière durable, et les technologies qui permettent la culture d'arbres et les cultures contre les problèmes de désertification auxquels le monde est confronté. Le comité d'organisation a travaillé pour attirer toutes les technologies internationales et réduisent la désertification, contribuent à augmenter les espaces verts et les terres agricoles, ainsi préserver les ressources en eau disponibles dans le Golfe et encourager également les investisseurs à l'agriculture moderne et à l'utilisation de nouvelles technologies qui conservent l'eau, telles que l'agriculture hydroponique, l'agriculture verticale. Le secrétaire général de l'exposition horticole, exposition Doha 2023, Mohamed Ali, a souligné que l'exposition est l'un des événements les plus importants attendus sur la scène mondiale pour atteindre la durabilité, promouvoir la sensibilité de l'environnement à grande échelle et se concentrer sur les méthodes agricoles modernes, présenter les technologies de pointe et arrêter l'empiètement du désert dans le cadre de sa mission et ses principaux objectifs. L'exposition Doha comprend ainsi les dernières méthodes agricoles déjà appliquées dans ses propres fermes qui ont permis un développement significatif et la production d'une réduction des gaspillages en ressources, en eau, en particulier dans un pays désertique comme le Qatar souffrant de pénurie d'eau. Il convient de noter que l'exposition est l'occasion pour tous les pays participants d'échanger leur expérience, en particulier les pays du Golfe, l'Afrique du Nord et les pays africains du Sahel et du Sahara qui ont un climat désertique et des grands défis en matière de durabilité agricole. Si l'on considère que l'histoire est comme un calendrier des événements marquants qui façonnent un pays, alors les journaux sont les précieux témoins de ce qui s'est passé dans le présent. En ce sens, le journal officiel de la République devient la fenêtre par laquelle nous observons l'ensemble de notre nation, que ce soit en ce qui concerne sa législation ou son administration. C'est un document qui, au fil des décennies, a évolué pour devenir la mémoire vivante de notre pays, assurant sa transparence et sa stabilité juridique. Dans cette optique, le premier responsable du Djibouti a expressément souhaité sa numérisation et le président de la République a officiellement ordonné son redémarrage. Avant d'explorer davantage cette initiative, il est essentiel de bien comprendre ce qu'est le journal officiel, souvent désigné sous le sigle EJO. Le journal officiel de la République constitue un pilier fondamental de notre démocratie. Il ne se limite pas à être un simple recueil de textes juridiques et administratifs, mais il reflète l'évolution constante de notre législation et de notre administration.
Depuis sa création en 1900, à l'époque de l'administration française, le journal officiel a été le témoin privilégié des moments décisifs de l'histoire de Djibouti. Il a accompagné notre nation dans son parcours vers l'indépendance, enregistrant avec précision les évolutions politiques et juridiques. Ainsi, cette noble tâche est sous la supervision du secrétaire général du gouvernement, M. Almis, avec une fine équipe pluridisciplinaire qui a été mobilisée. Entreposé au sein des archives de la présidence de la République, le journal officiel, avec ses précieuses archives de plus d'un siècle, renferme une part significative de notre patrimoine juridique, culturel et administratif. La préservation de ce trésor s'avère cruciale non seulement pour les chercheurs et les historiens, mais aussi pour chaque citoyen qui a le devoir de connaître ses droits et obligations envers notre République. Le journal officiel remplit un rôle diversifié et crucial. En premier lieu, il se pose en gardien de la mémoire de l'État en diffusant les lois, les décrets, les arrêts, les textes législatifs, instaurant ainsi la transparence et facilitant l'accès à la législation en vigueur. Cela permet à nos citoyens et entreprises de saisir clairement leurs droits et obligations. De surcroît, le journal officiel joue un rôle inestimable dans la garantie de la sécurité juridique. Sous la tutelle de l'Agence nationale du système d'information de l'État, une équipe compétente a été mobilisée dans cette optique, s'attellant ainsi à cette entreprise de grande envergure. Dans une vision plus globale, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la dématérialisation de l'administration, un processus de transformation fondamental visant à accroître l'efficacité, l'accessibilité et le respect de l'environnement dans les opérations gouvernementales. Cette transition implique le passage des processus administratifs traditionnels basés sur des supports physiques comme le papier à des systèmes électroniques, ce qui a un impact significatif sur le fonctionnement des gouvernements et leur interaction avec les citoyens. Les systèmes dématérialisés favorisent une transparence accrue. Les citoyens et les entreprises peuvent suivre en temps réel l'évolution de leurs demandes, renforçant ainsi la confiance dans le gouvernement. Cette transition vers une administration plus moderne et respectueuse de l'environnement, tout en renforçant la confiance entre les citoyens et le gouvernement, est une étape clé vers un avenir prometteur. Elle démontre la capacité de notre nation à évoluer avec les avancées technologiques tout en préservant nos valeurs fondamentales. Dans cet élan d'innovation, l'État s'engage à poursuivre ses efforts pour s'offrir à ses citoyens un service public de qualité, à la fois efficace, transparent. Cette démarche illustre la vision d'une administration moderne, centrée sur les besoins de ses citoyens et prête à relever le défi du XXIe siècle. Alors que l'année 2023 tire à sa fin, il est temps de jeter un regard rétrospectif sur l'un des événements marquants qui a façonné le paysage africain en matière de gouvernance et de transparence. La 13e réunion du comité directeur du Forum des inspections générales de l'État, d'Afrique et institutions assimilées, FIGE, qui s'est tenue à Djibouti, Palace Kempinski du 24 au 25 octobre, a marqué un jalon important dans la quête de l'Afrique pour renforcer l'efficacité des institutions de contrôle. Présidé par le chef de l'État, cet événement a été organisé par l'inspection générale de l'État de la République de Djibouti, sous la direction de l'inspecteur général d'État, Hassan Issa Sultan. Cette réunion a rassemblé les hauts représentants des inspections générales de l'État des différents pays d'Afrique. Au fil des années, le FIGE, une organisation panafricaine créée en 2006 à Djibouti, s'est affirmé comme un acteur clé dans le développement des métiers de l'inspection générale de l'État, prouvant ainsi l'investigation, l'audit, l'évaluation des politiques publiques. Le Forum des inspections générales d'État revêt une importance particulière dans le paysage actuel. À une époque où les gouvernements respectifs de nos pays ont fait le choix de mettre au cœur de leur politique publique la responsabilité et l'efficacité, le rôle des inspections générales d'État, organismes de contrôle rattachés au chef de l'État, est plus crucial que jamais pour s'assurer de la bonne mise en œuvre des orientations fixées par nos chefs d'État respectifs dans la gestion des affaires publiques. Au cours de nos travaux, nous aurons l'occasion d'échanger des idées novatrices, de meilleures pratiques et des leçons apprises dans nos domaines d'expertise respectifs. Le but de notre forum est de nous aider à relever ensemble les défis auxquels nous sommes confrontés pour apporter notre contribution
dans le processus d'amélioration de la gouvernance publique, de la lutte contre la corruption et le renforcement de la transparence nécessaire pour garantir une utilisation efficace et efficiente des ressources publiques dans nos pays. Chers membres du comité directeur, comme vous le savez tous, cette importante rencontre participe pleinement à la vie de notre organisation et c'est l'occasion de discuter notamment des réalisations de l'année 2022 et des perspectives d'avenir de notre organisation commune dans le long chemin de son développement. Ainsi, dans la poursuite de nos objectifs stratégiques, le FIJ a organisé à Djibouti en juin 2022 la 12e réunion du comité directeur et le 8e colloque international du FIJ sur le thème gouvernance et performance publique, placé sous le haut patronage du président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui soutient notre organisation depuis sa création à Djibouti en 2006. Par sa participation à la cérémonie d'ouverture, le président de la République a réaffirmé son attachement au renforcement de la bonne gouvernance et à l'intégrité dans le secteur public au niveau national et continental. L'objectif fondamental du FIJ est de mettre en œuvre des normes professionnelles adaptées aux exigences contemporaines, favorisant ainsi une culture de gestion et de performance dans les secteurs publics. Au cours de cette réunion, les participants ont partagé leur expérience en matière de détection et de prévention de la corruption, soulignant l'importance cruciale des inspections générales d'État dans la promotion de la bonne gouvernance et de la transparence. En accueillant ces débats fructueux, Djibouti a joué un rôle de premier plan dans la consolidation des efforts continentaux visant à renforcer les institutions de contrôle. La régularité de la tenue de ces assises à Djibouti souligne l'engagement du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, en faveur du renforcement de la bonne gouvernance et de la transparence dans l'action publique. L'année 2023 restera gravée dans les annales comme une période où les pays africains ont renforcé leur collaboration pour relever les défis liés à la gestion des ressources publiques, de lutte contre la corruption, de la promotion de l'efficacité des institutions. Le FIJ, avec son siège à Djibouti, demeure une force motrice essentielle dans cette entreprise incarnant la vision partagée d'une Afrique où la bonne gouvernance est au cœur du développement. Alors que nous tournons la page sur 2023, les enseignements tirés du Forum Inspection Générale d'État d'Afrique continueront d'inspirer.